Du journal, le général Jean Dieudonné Oleko, il est inspecteur provincial de la police de Kinshasa. Il parle de la criminalité juvénile à Kinshasa, un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la capitale où dans certains quartiers les Kuluna règnent en maître. Le chef de la police de Kinshasa évoque des stratégies pour combattre ce banditisme urbain. Je vous propose de le suivre. Général Jean de Dieu Oleko, bonsoir. Bonsoir madame. Le journal d'information judiciaire a commencé une série d'enquêtes sur les causes de la criminalité juvénile, mais aussi adulte, qui commence de plus en plus à prendre racine dans la ville de Kinshasa. Et la dangerosité de ce phénomène inquiète aussi la population. Alors, est-ce que vous, à votre niveau, est-ce que vous êtes saisi de cette question? Il faut que nous partions, n'est-ce pas, de la racine des choses. La criminalité, elle est au monde depuis que le monde est monde, depuis que l'humanité existe. C'est un fléau des sociétés, un fait des sociétés. Vous ne pourrez aller dans aucun pays au monde où vous ne trouverez pas de criminalité. Sous des formes variées, bien entendu. Mais ça dépend des taux. La ville de Kinshasa, par exemple, n'était pas touchée, aussi touchée qu'il y a 10 ans. Non, madame, vous n'avez pas les informations exactes. Moi, j'ai les statistiques. Vous pouvez entrer dans l'Internet et vous verrez que Kinshasa est la ville la mieux sécurisée. Mais qu'à cela ne tienne, revenons à la criminalité de Kinshasa. Oui, la criminalité de Kinshasa, comme je disais, la criminalité est un phénomène social. Donc, c'est là où il y a des humains, là où il y a des personnes qui vivent, il se développe une certaine forme de criminalité. Mais celle spécifiquement de la ville de Kinshasa, celle qui est en train d'être déplorée d'après ce que j'ai cru comprendre, n'est-ce pas? Lorsque vous disiez qu'à certaines heures, on ne sait pas se promener dans certaines communes, eh bien, écoutez, à Kinshasa, nous connaissons d'une manière générale deux formes de criminalité qui sont presque essentiellement juvéniles. C'est la criminalité due aux enfants qui sont partis du toit paternel et qui sont dans la rue, qui se sont établis ailleurs que sous les toits paternels, que nous appelons communément chégué. Nous en sommes maintenant à la deuxième, voire la troisième génération. Et la criminalité des enfants qui sont sous les toits paternels, mais qui ne relève plus de l'autorité parentale. Général, est-ce que vous êtes indirectement en train de responsabiliser les parents de ces enfants qui, eux, ne font peut-être pas bien leur travail ou leur mission d'éduquer les enfants, mais il y a aussi l'État congolais qui est responsable, d'ailleurs à plus de 70%. De la resocialisation de ces enfants. Vous savez, madame, lorsque vous parlez de pourcentage, lorsque vous parlez de responsabilité, mais je vous ai parlé, je vous ai dit, je vous ai annoncé que la criminalité est un phénomène des sociétés. Or, dans la société, on trouve tout. L'État qui chapeaute, qui organise, n'est-ce pas, avec ses services qui sont commis pour l'un surveiller l'autre pour. Et les parents qui sont là, qui mettent au monde ces enfants et qui ont des responsabilités parentales. N'est-ce pas? Alors tout le monde y a sa part. Tout le monde a sa part. C'est ainsi que je m'inscris d'emblée en faux lorsque, peut-être que vous allez arriver à poser cette question, les gens disent que la police ne fait rien. Oui, mais que devrait faire la police et qu'elle ne fait pas? La police, pour l'instant, parce que vous le dites, utilise plus de moyens répressifs que peut-être le contraire. Il faudrait peut-être essayer de faire le contraire de ça pour que la population puisse être moins effrayée de vivre dans une ville comme la RDC, comme Kinshasa. Madame, vous avez raison. Mais quel est le rôle de la police? Le rôle de la police, c'est justement faire de la répression. Mais aussi la prévention. Attendez. La prévention dans les cadres de la répression.
Général, le modèle de la ville de Kinshasa, son administration d'ailleurs fait partie des handicaps selon certaines personnes sur le travail de la police. La police, à cause de ça, ne sait pas utiliser son pouvoir de décision à fond parce qu'il y a des coins de la ville de Kinshasa où il n'y a même pas un bureau de la police et ces enfants en conflit avec la loi qu'on appelle aujourd'hui Kuluna sont maîtres dans certaines communes. Madame, si vous voulez que nous parlions sérieusement de ces problèmes, s'il vous plaît, il ne faut pas que vous soyez coincés. Il ne faut pas être coincé, madame. Le problème des Kuluna concerne tout le monde, à commencer par les parents. Mais aujourd'hui, on est en train de parler de la police, du rôle de la police. Je vais y venir. On peut beau dire que l'une des causes ou des causes serait, mais ce n'est pas tous ceux qui sont concernés par cette cause dans toutes ces maisons qu'on retrouve de Kuluna. Pourquoi mes neveux à moi sont-ils Kuluna, tandis que les vôtres ne le sont pas? Pourquoi les enfants de monsieur les journalistes sont-ils Kuluna et les journalistes un tel et non pas ceux du journaliste un tel autre? Tout cela, c'est des choses à voir. Et vous, en tant que criminologue, quelle est la réponse à votre question? La réponse, c'est que c'est un problème de société. Il faut absolument que l'on se mette ensemble, qu'on puisse réfléchir, que chacun joue sa partition. Je prends le rôle de la police. Qu'est-ce que les Kuluna pour la police? Pour la police, ce sont des jeunes gens dans la rue qui se battent avec ou sans ce que nous appelons des armes blanches. C'est soit un couteau, c'est soit une machette, ou soit un autre instrument contondant ou tranchant qu'ils utilisent. Voilà. Mais au fait, pour la justice, vous qualifiez ça quoi? Ce sont des coups et blessures volontaires aggravées. Ce sont des violences légères envers des personnes. C'est des vols qui s'accompagnent, c'est des extorsions. Mais il n'y a pas une infraction qui s'appelle Kuluna. C'est un problème auquel il faudrait que ceux qui ont cette responsabilité-là y pensent. Mais quand vous regardez la catégorie de ces enfants, lorsque vous les arrêtez, mais ils varient entre 14, 15, voire 12 ans. Rares sont ceux de 20 ans. Ça pose problème. Au niveau de la police, ça vous décourage, vous voulez dire? Parce que ces enfants sont tout de suite libérés, c'est ce que vous voulez sous-entendre? Je ne voudrais vraiment pas que vous parliez à ma place. Sinon, ce serait exprimer parfois des choses qui ne sont pas aussi vraies que celles auxquelles je pense. Je vais vous dire ceci. Au départ, le phénomène Kuluna, quand il a commencé, n'était qu'un problème de police. La police vient, arrête. N'oubliez pas que nous n'avons les pouvoirs de détention que de 48 heures. Nous les détenons chez nous. A-t-on des locaux suffisants pour garder tout le monde? 48 heures après, nous sommes obligés de les acheminer à un autre stade. Au parquet. Par exemple. Et ce qui se passe à ce niveau ne devrait pas nous concerner parce que nous ne sommes pas au-dessus du parquet. Et là, justement, ça vous interpelle pour avoir un peu plus le rôle de prévention que de répression. Il ne faut pas faire porter des casques à ceux-là, n'est-ce pas? La casquette qui n'est pas celle de la police à la police. Je me fais bien comprendre, madame. Dans l'organisation de la société, chacun a son rôle. Ce que nous constatons, nous, que dans une ville donnée, depuis un certain temps, il y a des jeunes gens d'une certaine catégorie d'âge, dans une tranche d'âge, qui s'adonnent à des actes tels que je venais de les décrire. Ah, nous, ça nous interpelle comme police. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne pouvons pas laisser cela comme ça. On les arrête. Eh bien, alors, après les avoir arrêtés, nous les conduisons vers ceux qui doivent rendre justice. Et à ce stade, ils sont mieux outillés que nous. Parce que là, à ce niveau-là, ils approfondissent les enquêtes
Ils peuvent même aller plus loin en convoquant les parents ou tout ce qui est aux alentours. Parce qu'ils ont plus de temps, ils disposent de plus de temps pour pouvoir continuer à mener leurs enquêtes. Tandis qu'à nous, il ne nous est imparti que 48 heures. Vous êtes en train de rejeter la balle à ceux qui devraient s'occuper de la suite de cette procédure en matière d'arrestation des mineurs. Non seulement à ceux-là, mais à ceux qui ont permis que ces enfants se retrouvent dans la rue. Et cette intervention de la police est très discutable aussi, parce qu'il y a des coins où la police n'arrive pas. Mais écoutez, vous êtes de ceux-là certainement qui voulaient que partout la presse existe. Mais vous ne pouvez pas être partout. Vous ne pouvez être que là où l'événement s'est produit. Si vous avez été prévenu ou si vous savez qu'il y a un événement qui va se produire à cet endroit, vous vous approchez du lieu de l'événement. Pour la police, nous faisons des patrouilles, nous faisons des tournées. Et c'est ça la prévention de la police. Les mêmes policiers qui se plaignent que les camions utilisés pour les patrouilles n'ont pas de carburant, il y a encore un problème de logistique qui se pose et cela effraie de plus en plus la population. Madame, mais je vois que vous êtes limité. Vous êtes limité parce que vous êtes actuel. Vous ne voyez pas les problèmes dans son ampleur. Moi, je voudrais que, à travers votre émission, nous puissions attirer plus d'attention sur ce phénomène afin que nous puissions les discuter avec tous les contours. Mais ici, nous sommes... Est-ce que vous êtes en train de suggérer qu'il y ait une table ronde de la justice? Par exemple, pourquoi pas? Par exemple, on a connu dans ces pays des phénomènes pareils. À l'époque de Père Buffalo, par exemple. On a intéressé les spécialistes de la jeunesse, de la société, et les gouvernements ont mis des moyens. On a eu à recycler des gens, on a eu à créer des activités de loisirs, notamment les orchestres, on a créé des groupes théâtraux, on a créé des ateliers où ces délinquants ont été recyclés et on les a déportés, d'autres qui sont allés vers le Kando, vers Oshwe, mais pour y apprendre un métier. Et ceux qui sont revenus, c'est des bons maçons, c'est des bons menuisiers, c'est des bons ceci. Donc c'est pas un petit problème, madame. Mais aujourd'hui, le phénomène reprend avec beaucoup d'ampleur. Comment vous expliquez cela? Parce que si vous dites qu'il y a eu le même problème il y a quelques années, donc les mêmes causes produisant les mêmes effets. C'est que ces mêmes causes sont réapparues. Et les causes étaient lesquelles? Ça se recrute dans, notamment, les peu de moyens. Les moyens limités pour certaines couches qui n'arrivent pas à pouvoir... parce que n'oubliez pas, je vous ai dit que c'est les phénomènes juvéniles qui caractérisent les enfants qui vivent sous le toit paternel, mais qui ne sont plus sous l'autorité paternelle. Est-ce que la population devrait comprendre que la responsabilité de la police par rapport à ce phénomène est tout à fait limitée? Tout à fait. Elle devrait comprendre de cette manière-là. La police accompagne. La police accompagne les dirigeants de la cité dans ce qu'ils prennent comme loi. Dans l'application, il y a une partie où la police s'intègre. Et ça s'arrête à un niveau où elle passe la main. Non, les standards internationaux exigent qu'il y ait aussi le rôle de prévention. La police n'est pas là que pour réprimer. Et vous risquez peut-être, en arrêtant de plus en plus à mettre la RDC en conflit avec les principes démocratiques, d'ailleurs, que le pays a même ratifié, les droits des enfants et tout, les enfants mineurs qui sont arrêtés à tout moment. Et tout ça, c'est aussi le rôle de la police d'y penser. La police y pense. Parce que, je ne sais pas si vous m'avez compris, nous jouons notre rôle de prévention lorsque nous organisons des patrouilles. Est-ce que les patrouilles se font? Oui. Parce que vous m'avez dit qu'il y avait certains qui se plaignaient qu'il n'y avait pas
parfois il manquait du carburant pour les patrouilles motorisées. Parce qu'il n'y a pas que les patrouilles motorisées, il y a les pédestres aussi. Ah, ce qui fait que la prévention est en train d'être faite. Le fait seulement de mettre l'uniforme, comme le policier qui est là, eh bien, l'uniforme qu'il porte, c'est déjà dissuasif, c'est de la prévention. Mais maintenant, de l'autre côté, est-ce que cet enfant a appris de quelqu'un qu'il fallait respecter l'uniforme du policier et qu'il ne devait pas s'attaquer aux policiers en uniforme en service? Donc ces enfants s'attaquent aussi aux policiers en service? Bien sûr, ça vous le savez. Nous avons des gens avec les mains coupées. Des policiers qui ont des mains coupées du fait des koulouna. Quelle est la politique pour vous pour peut-être diminuer ou carrément faire disparaître ce phénomène de votre point de vue? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Non, mais comme je vous ai dit, on fait une table ronde. En attendant, pour limiter les dégâts. C'est ce que nous faisons. C'est-à-dire que faire quoi? C'est-à-dire que chacun joue son rôle. Là où il y a un cas de flagrance, on arrête, on transfère devant les parquets les amènent au tribunal. Ceux qui ont commis des fautes, en fait des infractions, ils sont condamnés. J'ai dit, je veux que l'on me comprenne. Il n'existe pas d'infraction koulouna. Mais il existe des infractions, des actes qui sont posés par des koulouna, qui sont des infractions courantes. Les coups et blessures volontaires, les vols par exemple, les destructions méchantes, ça ce sont des infractions. Vous pouvez avoir par exemple quelqu'un qui est convaincu d'être koulouna, mais vous l'amenez au parquet. On vous dit au parquet, mais amenez la preuve. Or, tout le monde sait que il s'est méconduit, il avait une machette et il a cassé. Bon, le temps de réunir tout ça, bon, peut-être que l'homme, il peut être libéré. Alors, c'est de là où je veux bien qu'on me comprenne. On peut faire un effort. Ériger en infraction un certain nombre de faits et les qualifier de koulouna. L'infraction koulouna va naître. Vous voulez qu'on puisse créer une loi particulière seulement pour satisfaire peut-être la police actuelle? Pas la police. Les koulouna n'est pas un problème de police, c'est un problème de société, madame. Ce qu'on arrête, en fait, ce qu'on attaque, ce ne sont pas des policiers nécessairement. Ça doit vous interpeller, les journalistes, les chauffeurs, les mamans qui vendent, les prêtres, les pasteurs, tout ça. C'est ça qui sont tourmentés par les koulouna. Mais alors, la police doit intervenir pour pouvoir mettre fin dans les cadres de la loi, la vue du gendarme. Et le commencement de la sagesse, dit-on, n'est-ce pas? Bon, et alors, est-ce que cela s'est fait? Mais si cela ne se fait pas, quelque part, il y a des gens qui sont chargés de délivrer un tel message, mais aussi, qui ne les font pas. Mais aussi, la même population estime qu'il y a aussi des policiers qui sont complices de ces koulouna. C'est pas impossible. Et c'est pour ça, justement, que ces koulouna n'ont pas peur de la police, non. Parce qu'une certaine police collabore avec eux. Oh, madame, je suis à l'aise. La même police qui collabore avec les koulouna, c'est la même police qui les arrête et qui les envoie en prison. C'est la même police à qui l'on coupe, en fait, pour ses membres, on coupe des mains et on ampute des jambes. Oui, c'est vrai. On ne manque pas dans une société humaine, n'est-ce pas, des brebis galeuses ou des brebis égarées. Ça existe dans tous les services. Mais en faire une règle, non, c'est pas vrai. Général, on est en train de terminer. Que, selon vous, peut-on faire pour diminuer le sentiment d'insécurité qu'il y a dans la tête des Kinois? Je crois qu'il y a deux choses. La première des choses, c'est s'approprier la lutte anti-koulouna. Qu'est-ce que la police propose? La dénonciation. Il y a certains chefs de quartier
qui nous informe. Et c'est ce qui fait que nous tenons à jour nos statistiques, mais ce qui nous permet de pouvoir faire des bouclages ciblés. Ou par exemple à Matete, nous ne bouclons pas toute la commune ou tous les quartiers, non. Nous allons seulement pour telle maison, et on prend ceux qui nous ont été désignés. Mais à côté de ça, comment vous les distinguez avec des dénonciations calomnieuses, par exemple? Ça, ce sont des risques. C'est des risques. Qui n'est pas le souci de la police. Non, madame, mais comment vous prenez les raccourcis facilement comme ça? Il faut pas, on ne sait pas casser, on ne sait pas manger l'omelette sans casser des œufs. Si vous ne cassez pas des œufs, vous ne pouvez pas avoir le jus à faire l'omelette. Ce qui fait que là-dedans, bien entendu, il faut tout un mécanisme de filtrage, tout ça d'analyse. Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils ont un différent? Ça, c'est de un. J'ai parlé de cela. D'abord, un. Et puis de deux, maintenant, c'est que chacun joue sa partition. Mais les mêmes personnes auprès de qui vous jetez la balle estiment qu'on devrait carrément réformer l'appareil policier, peut-être pour en venir à bout à ce phénomène. Est-ce que vous êtes du même avis? Je vais maintenant retourner la question. On écarte la police. À ce stade, qu'est-ce qui se ferait? J'ai des statistiques ici. Vous allez voir le nombre de Koulouna arrêtés. Mais vous allez les retrouver tous dehors. Faudrait-il également qu'on... Je ne suis pas ici pour la guerre des services, non. Mon problème, c'est que nous puissions trouver des solutions à ces phénomènes. Je suis en train de me dire, et c'est une idée que je lance, pourquoi ne ferait-on pas quelque chose dans le genre qu'on adhère? Est-ce que la population peut continuer à vous faire confiance? Oui. La population doit continuer à nous faire confiance. Je voudrais saisir cette occasion pour revenir un peu sur ce que vous avez dit. Ne faudrait-il pas que on puisse réformer la police dans ses méthodes de travail, dans son organisation et dans tout ça? Mais c'est justement ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en pleine période de réforme. Mais la réforme, bien entendu, elle s'étale dans les temps. Elle s'étale dans les temps. Et c'est justement profitant de cette période de réforme où nous avons besoin d'autres apports qui viendraient. Nous amenons notre expérience. Nous disons, voilà, nous nous retrouvons à ce niveau-ci. Mais en amont, réfléchissez aussi. Et en aval, réfléchissez aussi. La sommation va nous amener à avoir des solutions. Général Jean de Dieu Oleko, merci d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions du journal d'information judiciaire. Madame, je vous remercie, mais je voudrais rectifier une chose. Je ne suis pas le général Jean de Dieu Oleko, mais je suis Jean Dieudonné Oleko. Merci, madame.